Une maison est bien plus qu'un simple abri. Elle doit nous élever émotionnellement et spirituellement, disait John Saldino, un grand architecte d'intérieur qui construisait de beaux espaces de vie. Cette citation nous a interpellés parce qu'on s'est posé la question de savoir est-ce que cette sérénité dont il parle concerne les propriétaires qui ont acquis leur résidence principale par achat ou elle concerne également les personnes qui vivent dans un bien temporairement et qui sont locataires avec pour intention de le quitter. Ça, on en parle juste après. Restez concentrés. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Villog-Martinez. Par ma voix, cette chaîne aura pour ambition de vous donner toutes les astuces bancaires, fiscales et même financières dont on ne vous parlera pas dans les banques classiques. Notre but étant de vous aider à structurer solidement votre patrimoine privé et ou professionnel pour les entrepreneurs afin que nous tous nous puissions nous constituer un bon pécule pour mieux le réinvestir. J'ai un collègue qui est très partisan de l'allocation. Pour lui, acheter un bien, c'est perdre beaucoup de choses. Et un autre pan, d'autres collègues qui pensent qu'il faut surtout acheter son bien. Alors, je vais me positionner entre les deux et je vais vous donner de manière binaire les avantages et les inconvénients pour que vous puissiez mieux vous décider avant de vous lancer. Ceux qui prônent, qui sont partisans de l'achat de sa résidence principale pensent notamment qu'en termes d'avantages, il y en a plusieurs. À savoir, un investissement à long terme. En fait, quand vous investissez dans un bien, vous activez le principe de tirelire. C'est-à-dire, tout effort que vous faites pour rembourser votre crédit, tôt ou tard, cet effort d'épargne vous reviendra. Parce que pour eux, c'est un épargne à long terme. En effet, si vous injectez votre argent dans un bien, le bien peut peut-être prendre de la valeur. Donc, quand vous payez des crédits, une partie du bien vous revient puisque vous en êtes propriétaire un tout petit peu jusqu'à ce que vous acheviez votre crédit immobilier. Mais en plus, si quand vous vendez le bien, celui-ci a pris de la valeur, non seulement vous récupérez ce que vous avez mis au départ, mais en plus de cela, vous avez une plus-value. Une plus-value grâce à la valeur que aura engrangé ce bien au fil du temps. Autre avantage, c'est que vous avez une stabilité et une sécurité. En effet, quand vous achetez votre résidence principale, vous êtes dans votre chez-soi. Vous élevez tranquillement vos enfants et vous n'avez surtout pas l'aléa d'un bailleur qui peut se pointer chez vous et vous imposer certaines choses. Autre avantage, quand vous faites des travaux dans ce bien parce que vous voulez changer d'environnement, vous n'avez pas besoin de solliciter un quelconque accord d'un soi-disant bailleur. Vous avez envie, vous faites vos travaux sans que personne ne vienne vous demander de rendre des comptes. Pour terminer, l'achat de sa résidence principale a un sacro-saint principe de l'équité. L'équité, c'est vraiment la clé. C'est-à-dire, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais tout ce que vous injectez dans le bien en termes d'effort d'épargne vous reviendra. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le principe de tirelire. Donc, quelque part, il y a une forme d'équité. Vous faites des efforts de ce côté, c'est pour récupérer quelque part. Maintenant, basculons sur la résidence principale en tant que locataire, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas du tout acheté. On y vit temporairement avec un objectif à court, moyen ou long terme de quitter ce bien pour aller ailleurs. Notamment, c'est souvent le cas pour les expatriés qui arrivent ou des gens tout simplement qui se projettent, ceux de la diaspora notamment, qui se projettent pour repartir dans leur pays d'origine. Généralement, ils évitent de s'acheter un bien. Vous allez me demander pourquoi. Alors, tout simplement parce que ils veulent conserver cette flexibilité. La flexibilité, comme le brandit mes collègues qui sont des partisans de la location, ils disent effectivement que cela leur permet de garder leur liberté. Liberté de déménager à souhait quand on en a envie. Alors aussi, pas d'aliénation vis-à-vis d'un bien. Parce que quand on devient propriétaire, on est complètement aliéné à un bien. On ne peut pas déménager à souhait, alors que quand on est locataire, on fait juste ses clics et ses claques. On fait un petit courrier au bailleur pour lui dire on s'en va dans tel délai et lui, il avisera derrière. On n'a aucun engagement pris. Autre avantage de la location, c'est qu'on peut avoir accès à des lieux privilégiés, c'est-à-dire qu'on peut aller louer son bien dans des beaux quartiers huppés où il est souvent difficilement possible d'acheter parce que acheter dans ces coins est très très onéreux et parfois on n'a pas
la capacité financière de pouvoir assumer des quotités de mensualité d'emprunt en allant dans ces quartiers-là. Donc, via la location, le bailleur va nous permettre d'accéder à ces beaux emplacements et pouvoir en effet y élever nos enfants. Certains parents se sentent en sécurité là-dedans. Donc, tout ça est à prendre en compte. Et pour finir, en parlant d'élever ses enfants, il faut effectivement les scolariser. Et ces quartiers UP ont souvent de très bonnes écoles publiques, mieux subventionnées avec un bon suivi. Nous avons donc terminé avec les avantages des deux conceptions. Maintenant, abordons la partie des inconvénients. Investir en tant que propriétaire requiert un gros investissement dès le départ. Parce que, effectivement, pour acheter son bien immobilier, on a besoin, et d'ailleurs les banques nous l'exigent, elles veulent un apport conséquent. Un apport qui peut être une sortie de cash flow qu'on va effectivement remettre à la banque pour soit assumer les frais de notaire, qui sont entre 8% et 3%, 8% pour l'ancien et 3% pour le neuf, plus des frais bancaires à assumer puisqu'ils vont faire un dossier, le crédit immobilier va faire un montage de notre dossier, donc on a des frais bancaires à payer et enfin on a des frais de cautionnement puisqu'il faudra qu'un établissement Crédit Logement aujourd'hui vienne cautionner notre prêt en cas d'aléa. Qu'est-ce qui se passe, sans oublier les assurances. Donc effectivement, tout cela, cette somme d'argent qu'on débourse dès le départ, c'est déjà un frein pour les partisans de la location. Parce qu'ils considèrent tout simplement qu'on va aller cristalliser notre cash flow qu'on avait dès le départ pour aller l'injecter dans un bien, alors qu'on aurait pu mieux s'en servir en l'affectant dans une autre destination pour des rentabilités financières. Autre inconvénient, comme je l'expliquais, pour déménager, c'est un casse-tête parce qu'il faut tout anticiper puisqu'on a une mensualité de crédit à payer à la banque qui, elle est contractuelle, on ne peut pas la modifier. On va se retrouver avec deux charges, c'est-à-dire que le crédit bancaire à rembourser, en plus de cela, le loyer du bien où on va aller habiter si on déménage. Prenons par exemple le cas d'un couple qui vit à la diaspora et qui achète sa résidence principale, lance une activité en Afrique, peu importe, et l'activité décolle. Ils décident de repartir en Afrique, s'installer pour suivre sur place cette activité. Ils vont réfléchir à comment utiliser ce bien. Est-ce qu'il faut le louer ou alors tout simplement il faut le vendre? Et s'il faut le louer, il faut qu'ils commencent à faire des recherches et c'est pas toujours évident de trouver un locataire de suite. S'ils veulent le vendre, idem, c'est pas toujours évident de vendre tout de suite, surtout si ils ont acheté et qu'ils n'ont pas bien amorti le bien parce que au départ, il y a des charges, des frais qu'on paye, comme je disais tout à l'heure, il y a des frais d'investissement qu'on a mis à l'intérieur, donc le bien n'est pas encore suffisamment rentabilisé. Mais comme eux, ils ont l'impératif de rentrer au bled pour aller s'occuper de la nouvelle activité qui décolle. Donc, ils sont obligés et quelque part, on se dit qu'ils seront perdants. Le mieux peut-être pour eux, c'est de laisser un locataire dans le bien pour pouvoir assumer ses mensualités afin qu'eux, ils deviennent propriétaires et amortissent les coûts d'investissement de départ. Vous voyez toute la réflexion dont on a besoin de mettre en place quand on veut partir et qu'on est propriétaire de son bien. Autre inconvénient, on peut aussi tout à fait investir dans ce bien quand on l'achète, mais patatras, le bien ne prend pas de la valeur. C'est-à-dire qu'il a, même au contraire, plutôt perdu de la valeur. Alors là, on a fait un mauvais investissement. Autre inconvénient, c'est un engagement à long terme, hyper à long terme, je dirais même, parce que il y a des crédits qui vont jusqu'à 25 ans. Donc, on a 25 ans de sa vie où on est coincé à devoir payer tous les mois un crédit. Sauf si, bien évidemment, on arrive à revendre ce bien assez rapidement et qu'il a pris de la valeur, je ne sais pas moi, au bout de 10 ans, et on rembourse la partie de l'emprunt bancaire et on récupère. Mais généralement, parfois, le but, c'est de le léguer aux enfants. D'où le fait que certains parents acceptent d'aller sur 25 ans parce que ça laisse de la marge pour que les enfants puissent grandir et puissent récupérer derrière. Et pour finir, il y a les frais bancaires, les intérêts bancaires à payer. Oui, quand on fait un emprunt, la banque, en plus des frais sus évoqués, à savoir notaire et autres, la banque met un taux d'intérêt. Par ailleurs, vous payez une assurance. Donc, il y a vraiment des frais en parallèle que vous engrangez quand vous achetez le bien immobilier que le locataire n'aura pas. Nous avons maintenant terminé avec les inconvénients de l'achat de sa résidence. Abordons maintenant l'autre volet des inconvénients de la location. En premier inconvénient, je vous dirais tout simplement que c'est l'absence d'équité, le sacro principe d'équité dont je vous parlais. Parce qu'en effet, les cotisations que nous mettons pour donner à un bailleur, puisque c'est lui,
ce bailleur qui est détenteur du bien, sont des loyers qui sont versés à fonds perdus. Ça veut dire quoi, fonds perdus? Ça veut dire que tout ce qu'on met, c'est parti, et ça ne fait que consolider le patrimoine du propriétaire du bien, qui lui aura pris un crédit et va nous louer le bien, et nous, on va rembourser son crédit, parce qu'il va toujours s'assurer que le montant de notre loyer corresponde parfaitement bien aux charges qui incombent à ce bien qu'il a acheté pour le louer. Lui, quelque part, il va faire grossir son patrimoine pour ses héritiers au détriment du locataire qui, lui, va plutôt directement payer le crédit du bailleur et de ce fait lui-même spolier ses propres héritiers. En plus de cela, vont se rajouter beaucoup d'autres restrictions du côté du bailleur. C'est-à-dire que quand nous allons louer un bien, on ne peut tout simplement pas le personnaliser. C'est-à-dire, on arrive dans un appartement, on décide de casser ce mur-là pour donner un grand espace de vie ou pour mieux agencer la maison. On ne peut pas le faire parce que le bailleur, généralement, nous l'interdit. Par ailleurs, on peut aussi subir la négligence du propriétaire à effectuer parfois des réparations d'entretien. C'est-à-dire qu'on a un mur qui s'est décrépit avec un peu de moisissure, on prévient le propriétaire parce que là, c'est des travaux qui incombent au propriétaire, c'est pas notre bien, c'est pas à nous de le conserver. On informe le propriétaire et il prend tout son temps avant de faire des travaux et nous, entre-temps, on est mal à l'aise dans le bien parce qu'il tarde à faire des travaux. Autre inconvénient, on peut subir la fluctuation des loyers. Quand je dis fluctuation, généralement, fluctuation, c'est ça monte, ça descend. Généralement, les bailleurs, ça descend pas, ça ne fait que monter. Donc, j'ai envie de dire, on subit la hausse des loyers parce qu'on peut tout simplement être bien installé dans sa résidence principale et le bailleur arrive pour nous indiquer qu'il va augmenter le prix du loyer, ce qu'on n'avait peut-être pas prévu. Alors que quand on achète son bien, le crédit il est fait, il est figé, surtout si on a pris un taux fixe, parce qu'il y a des taux variables, mais ça, c'est pas le sujet. On a pris un taux fixe, donc la mensualité est verrouillée dans notre contrat, donc la banque ne peut pas modifier les quotités quand elle le souhaite. Et pour finir, les locataires ont souvent une forme de dépendance vis-à-vis du bailleur. Il peut décider d'y loger un proche, et donc à ce moment, venir prévenir les locataires qu'il aura besoin du bien pour son proche et leur donne peut-être des délais pour libérer le bien. Ou tout simplement, il peut décider de vendre son bien. Les locataires vont donc se retrouver dans une situation d'insécurité familiale, c'est-à-dire la famille va perdre sa stabilité parce que sûrement les enfants étaient scolarisés dans le coin, ils vont se retrouver forcés de déménager parce que le bailleur a besoin de son bien. Vous l'aurez donc compris, chère diaspora, acheter son bien ou le louer, c'est pas toujours évident. Le mieux parfois, c'est de consulter quand on a des projets. Nous avons cette expertise-là. N'hésitez pas à aller sur notre site web. Le lien sera mis en bas des descriptions pour réserver 30 minutes gratuites qu'on vous offre pour un diagnostic rapide de votre patrimoine. J'ai 10 ans d'expérience auprès de la première banque européenne et française. Et ensemble, nous allons structurer solidement votre patrimoine, tant du côté privé que pour le côté professionnel, pour les entrepreneurs. Ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous parce qu'on en fera d'autres chaque semaine. Et par ailleurs, likez la page, partagez, mais surtout, une thématique vous intéresse, dites-le en commentaire et on fera un sujet là-dessus que pour vous. Mais n'oubliez surtout pas que prendre soin de vos finances, c'est prendre soin de vous.